Merci, mon cher Alcide, pour tant de gentillesse et de bienveillance. Oui, en 92, cela fait maintenant 30 ans, j'avais participé à ce colloque sur Révolution française et mouvement ouvrier. Je n'avais pas entrepris les travaux que j'ai faits depuis et ceux dont tu viens de parler. Néanmoins, j'avais été frappé, pas simplement par le cas de Loisier, mais aussi par d'autres témoignages, des relations, des rapports entre le mouvement ouvrier organisé et ce grand moment que fut la Révolution française. Peut-être faut-il commencer, non pas par le début, mais par quelques points clés pour comprendre comment cette révolution, je dirais notre révolution, va marquer l'histoire, le récit historique du peuple de France. En étant bien clair, en 89, en 93, il n'existe pas ou peu d'ouvriers. Et ils ne sont pas organisés en tant que tels, ils n'ont pas d'expérience de la lutte telle qu'ils l'auront un siècle plus tard. En revanche, il existe dans les villes et dans les campagnes un grand nombre d'hommes et de femmes qui vivent durement la vie, qui sont d'une façon ou d'une autre exploités, et pour la plupart, presque tous, font partie de ce qu'on appelle le tiers-état, et selon la belle expression de Sieyès, qu'il écrivit au printemps 89, le tiers-état n'était rien. Comment la Révolution française, déjà dès l'année 89, va mettre en mouvement ces hommes et ces femmes. J'ajoute bien « et ces femmes ». Peut-être pourrions-nous tout de suite pointer les fameux cahiers de doléances. Les fameux cahiers de doléances rédigés dans chaque commune, rédigés de manière séparée par chacun des trois ordres. Les deux ordres privilégiés, la noblesse et le clergé, et ces hommes de peu, ces hommes de rien, même si certains étaient fort riches, le tiers-état. Réunion pour prendre la parole, réunion pour rédiger, alors soyons clairs. Ce sont surtout ceux qui savent lire et écrire, qui ont la maîtrise de la parole, du langage, qui vont d'une façon ou d'une autre piloter ces cahiers. Mais, tout d'abord, en les lisant, on trouve des éléments, parfois, qui respirent la transformation de la dignité, ou qui, parfois, reprennent des coutumes, des us, qui sont porteurs d'un devenir. Par exemple, l'existence de communs, de biens communaux, de partage de forêts, de partage de landes, qui vont être un obstacle dans certains lieux du développement de l'individualisme et de nouveaux rapports sociaux. En même temps, ces hommes et ces femmes, parce que certes les femmes ne les rédigent pas, mais nous connaissons la vie, et surtout dans les couches populaires, paysannes ou urbaines, rurales ou celles des villes. On discutait à table
On discutait dans les moments de travail. Mais les femmes avaient leur mot à dire. Et du moins le disaient. Quoi qu'il en soit, les cahiers de doléances vont permettre à des millions d'hommes et de femmes, la France comptait environ 25 millions et quelques habitants, de prendre la parole. Et lorsqu'on ouvre cette boîte de Pandore qu'est la prise de parole, il est très difficile de la refermer. Et durant l'année 89, et dans les villes, et dans les campagnes, nous allons avoir de vastes mouvements populaires avec quelques symboles. Le 14 juillet à Paris, la prise de la Bastille, cette prison, presque en désuétude à l'époque, mais c'est un symbole. Et c'est un symbole menaçant. Donc, dont le peuple de Paris va s'emparer, mettant profondément en cause le pouvoir d'un roi qui se voulait roi absolu droit divin. Deuxième grand mouvement, ce sont les vastes manifestations. Cette grande peur, décrite par Lefebvre, et aussi contée par Mathiès. Ces paysans qui ont peur que la noblesse et le clergé ne cèdent pas aux revendications et continuent à s'accaparer une grande partie du travail qui a été fourni par ces paysans. Cette grande peur voit de temps en temps, dans certains lieux, dans le nord, une ville à laquelle nous ne penserions pas, la ville industrielle d'Aumont. Il y avait un monastère. Fin du mois de juillet, ce monastère va être attaqué. Des châteaux le sont aussi. Alors que l'Assemblée, les États généraux qui avaient ouvert au mois de mai, qui sont devenus Assemblée constituante, se réunissent à Versailles, continuent à se réunir. Et le 4 août, moment extraordinaire, le 4 août, dans cette nuit du 4 août, la noblesse et le clergé acceptent, non sans compromis, mais acceptent l'abolition des privilèges. Pour la première fois dans notre pays, noblesse, clergé, tiers-état se situent à égalité. On pourrait peut-être prendre cette belle formule lancée par Mandela en Afrique du Sud, un homme, une voix. Et ce n'est pas tout. Quelques semaines plus tard, le 27 août, est adoptée la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Celle de 89. Certes, j'aurais pu m'étendre sur celle de 93. Il y a quelques différences. Pourquoi je m'arrête à 89? Alors j'étais mis en arrière-plan de Pierre des extraits de la Déclaration voilà. des droits de 89, comme tu me l'avais demandé. Voilà. Pourquoi nous nous arrêtons à 89? Car, que cela nous plaise ou pas, c'est elle qui aujourd'hui fait référence. C'est elle qui participe aujourd'hui encore à la vie politique de notre pays. C'est même elle qui est connue très largement. Elle n'est pas sans intérêt. D'abord, cet article 1,
les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Pourquoi demeurent? Certains me disent parfois naître aurait dû suffire. Non, non. C'est un cheminement, un parcours qui dure toute la vie de chaque personne qui naît en France. N'oublions pas que avant 89, on pouvait, en devenant membre du clergé, devenir privilégié. Et il y avait peu d'habitude qu'on était membre du clergé de père en fils. Y compris, on sait qu'au XVIIIe siècle, même déjà au XVIIe, on pouvait accéder à la noblesse de multiples façons. Donc c'est clair. Si tu me permets de t'interrompre là-dessus, on est membre du clergé, sûrement pas de père en fils, mais de famille en famille. Ou c'est pas si simple. C'est vrai, c'est pas si simple, mais bon. Mais quoi qu'il en soit, on n'est plus au niveau de la personne, on est au niveau de, comment dire, de la famille, hein, comme tu le dis. Eh bien, outre cet article 1, l'article 2, mais il est magnifique cet article. On ne l'utilise pas assez souvent. Veux-tu que je te le lise? Si tu veux. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Alors certes, bien sûr, aujourd'hui, on pourrait s'interroger, ou certains s'interrogeront sur ce concept de propriété. Mais à l'époque, la plupart des ruraux n'étaient pas propriétaires de leurs champs, de leurs prés. Dans les villes, la propriété était réduite à rien ou presque rien. Et elle était fragile. Je parle pour les plus pauvres, les plus exploités. La liberté. Quel grand mot, la liberté. Nous le savons. La liberté est fondamentale dans la construction de l'homme. Et nous verrons au XIXe siècle que l'enfermement des hommes et des femmes dans les ateliers, dans les usines, est une contrainte d'une violence inouïe. Et elle continue à l'être encore aujourd'hui, y compris dans notre pays. Et ce n'est pas pour rien aujourd'hui que nous voyons beaucoup de jeunes qui choisissent, entre guillemets, de devenir auto-entrepreneurs, qui s'engagent dans l'ubérification, pensant qu'ils seront plus libres. Mais ces deux autres mots, résistance à l'oppression et sûreté. Sûreté, c'est la sécurité. Bien sûr, on passe immédiatement à la sécurité publique, dans les rues, dans sa maison. Mais ça peut être aussi la sécurité au cours de la vie. Et nous verrons que ce sera une très grande bataille du mouvement ouvrier pour obtenir cette sécurité. Permettre aux gens de ne pas avoir peur de la maladie, de l'accident de travail, de la maladie d'un enfant, d'un membre de sa famille. C'est fondamental. Et ça ouvre aussi une place plus grande à la liberté. Enfin, la résistance à l'oppression. Qu'une déclaration des droits de l'homme qui va devenir universelle ose proclamer la résistance à l'oppression. En laissant le terme oppression dans toutes ses dimensions,
en se refusant de la préciser. Vous voyez, cet article 2, pour ma part, peut être constitutif et va devenir constitutif de multiples luttes, de multiples engagements. Nous sauterons quelques articles pour passer à les articles 10 et 11. N'oublions pas 89, le poids de l'Église, les pressions exercées dans tous les domaines. La formation. Je le lise. Oui, si tu veux. Voilà. Article 10. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. Petite remarque au passage, alors que le clergé tout-puissant dispose de 4 pouvoirs essentiels en France avant la Révolution, la religion devient une opinion. Comme les autres. Comme les autres. Voilà. Donc, pourvu que leur manifestation, bien sûr, ne trouble pas l'ordre public établi par la loi. Article 10. Voilà. Mais tu m'avais aussi dit que je pouvais t'interrompre. Mais bien sûr. Allez. Quelle révolution, j'oserais dire, copernicienne. D'un seul, je dirais presque trait de plume. Cette Église, puissance économique, cette Église, puissance dans la formation, cette Église, puissance intellectuelle, cette Église qui contrôle. Vous avez remarqué que je n'ai pas parlé de puissance religieuse, parce que c'est tellement banal, est-ce que ça vaut le coup de le souligner? N'oublions pas que la religion catholique est la seule religion autorisée en France. Depuis la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV à la fin du XVIIe siècle. Et donc, comme vient de nous le dire notre ami Alcide, les religions sont une opinion. C'est un pas fondamental. C'est à la fois l'achèvement de combats qui ont parcouru bien avant le XVIIIe siècle, mais particulièrement le siècle des Lumières. C'est aussi l'ouverture à de nouveaux combats. Et aujourd'hui, ces combats ne sont pas achevés. Nous pourrons y revenir peut-être dans le débat. Et ils ont aussi marqué le mouvement ouvrier. Mais je voudrais surtout m'arrêter à l'article 17, extraordinaire. Peux-tu nous le lire, s'il te plaît, Alcide? Immédiatement, tout de suite. Voilà. Alors, il nous dit, la propriété étant un droit inviolable et sacré. Tu t'arrêtes un instant, s'il te plaît. Vous voyez comment la Déclaration des droits de l'homme parle de la propriété inviolable et sacrée. C'était le terme utilisé pour personnifier le pouvoir royal de la monarchie absolue. Le roi était inviolable et sacré. Alors on pourrait dire que tout est clos, tout est fini, on ferme la porte. Mais il faut lire l'article jusqu'à la fin, et n'oublions pas que cet article termine la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Certes, un mot n'est pas lancé, mais il va parcourir le 19e, le 20e siècle. L'intérêt général remplacé ici par la nécessité publique. D'un seul coup, par cette deuxième partie, le fait que la propriété privée est énoncée comme inviolable et sacrée est profondément atténué, j'oserais même dire qu'il disparaît. La force de cet article, c'est de se dire qu'au-dessus de l'égoïsme, des intérêts personnels plus ou moins grands, de la violence qu'il pourrait faire, est l'intérêt général, le bien commun. Et nous sommes déjà dans une autre perspective. Voilà pourquoi
j'insiste fortement cet article, c'est cette déclaration des droits de l'homme, j'ajoute, j'aurais pu le dire en introduction, que ce texte n'a aucune référence religieuse. Il peut être lu par tout et chacun, quelle que soit sa religion, ses croyances. Voilà, et ce qui en fait, je pense, un texte de portée universelle. Et ce qu'elle a fait, tout au moins. Voilà par quoi je voulais commencer. Le deuxième point, alors, que je voudrais préciser, en ajoutant que l'année de 89 ne se termine pas par la Déclaration des droits de l'homme et des citoyens, mais par les journées d'octobre, là aussi. Quel moment particulièrement important. Paris, Versailles, une quinzaine de kilomètres, mais vu l'état des routes et les chaussures que possédaient ou que ne possédaient pas les gens du peuple, il faut bon à peu près une journée pour que des colonnes de manifestants parcourent cette quinzaine de kilomètres. Et en cette fin de l'année 89, cette manifestation, elle est formée par des femmes, par des Parisiennes. Pourquoi? Que réclament-elles? Leurs revendications montrent le niveau politique atteint par ces masses populaires à la fin de l'année 89. Ces femmes, femmes du peuple, privées de tout pouvoir, manifestent, elles réclament le retour du roi à Paris, Louis XVI étant à Versailles avec sa femme Marie-Antoinette et le reste de sa famille. Pourquoi le retour du roi à Paris? Pour mieux le surveiller, pour mieux le contrôler. Et Louis XVI viendra résider jusqu'au 10 août 1792 au Palais des Tuileries. Alors, Pierre, est-ce que je peux t'interrompre? Oui. 30 secondes, le temps de changer une recharge. ah ben change. C'est bon. Donc après la recharge, qui tombe bien puisqu'on passe à une autre étape de la Révolution française, c'est la mise en place de la Première République. Et cette Première République ne vient pas non plus du hasard. Elle est liée à un vaste mouvement de masse qui touche non seulement Paris, mais je dirais toute la France. Pourquoi? Parce que depuis avril, la France est en guerre. Depuis avril, la France est en guerre. C'est intéressant à remarquer que, parce qu'on l'oublie souvent, que cet homme d'Arras, Maximilien Robespierre, était contre la guerre. Ce qui montre sa qualité et sa capacité de comprendre une situation politique. Il est certes contre la guerre, il votera contre la guerre, mais lorsqu'il deviendra, je vais sans doute mordre le trait, mais sciemment pour qu'on se comprenne bien, chef du gouvernement, homme d'État, il mettra tout en œuvre pour que cette phrase de la Révolution, cette phrase de la patrie en danger, cette phrase des transformations sociales puisse battre les armées coalisées d'Europe. Et c'est pour ça que je disais que le 10 août 92, certes ça se passe à Paris, qui est le champ, le lieu de la vie politique, puisque c'est le 10 août que les populations parisiennes, malgré une vive défense des gardes suisses qui protégeaient le roi, prennent le palais des Tuileries.
là encore, rôle du mouvement populaire. Le roi se réfugiera à l'Assemblée, il sera arrêté. Mais dans toute la France, en ce milieu d'été 92, un peu partout, des hommes décident de quitter les champs, même si les travaux ne sont pas achevés, décident de se porter volontaires pour aller se battre aux frontières. Et n'oublions pas que parmi ceux qui manifesteront, envahiront les Tuileries le 10 août 92, nous avons les volontaires venus du sud de la France, du sud-est, de la vallée du Rhône. Ils arrivent à la bouche avec ce chant, aussi, quel chant? Un chant qui glorifie la Révolution française et envisage l'avenir, la Marseillaise. Ils le chantent. Je suis du Midi, donc j'essaierai de reprendre cet accent. Allons, les enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé, contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. Et après, ce magnifique appel au peuple, aux armes citoyens. La défense de la Révolution n'est pas le fait uniquement d'armées régulières, de soldats spécialisés, mais c'est l'affaire de tout le peuple. Et ce chant, tel qu'il est perçu par les Parisiens, parce que ces volontaires traversent Paris, pénètrent dans Paris, on s'interroge, comment s'appelle-t-il ce chant? Peu de gens savent qu'il s'appelle Chant de guerre de l'armée du Rhin et qu'il a été écrit à Strasbourg et mis en musique à Strasbourg par Roger de Lille. Eh bien, les gens se disent, bah, ils viennent d'où ces gens-là, avec ce drôle d'accent? Ils viennent de Marseille. Ce chant deviendra la Marseillaise. Et comment aussi peuvent se transformer des mots, des noms, et comment le mouvement populaire, en s'emparant d'un chant, lui offre un nom qui demeure aujourd'hui encore présent et qui vit aujourd'hui encore. Et de la chute du roi viendra la naissance de cette idée nouvelle, la création d'une république, 20-21 septembre 1792. C'est-à-dire que pour la première fois, la France, qui avait connu son premier roi avec Clovis, à la fin du 5e siècle, n'est plus gouvernée par un roi. Quelle transformation! Quel bouleversement, là encore, extraordinaire. Il faut mesurer ce que ça a pu être, à la fois les craintes que cela a suscité, les peurs que cela a occasionné, et aussi cette poussée vers l'avenir. On peut vivre libre, on peut décider soi-même en tant que peuple, en tant que nation. C'est une force considérable. Ça a marqué les contemporains. Et ça va marquer de multiples générations. Mais cette République va aussi être une réussite, puisqu'à sa naissance, c'est la victoire de Valmy, c'est Savetier, cette armée de Savetier, comme le dira Goethe, qui bat la plus puissante armée d'Europe, l'armée professionnelle, l'armée prussienne, qui pensait faire peu de cas de cette armée naissante. Et peut-être, au-delà de cette phrase
de Goethe, mais voyons la fin de la phrase, car quelle perspective, n'est-ce pas, Alcide? Témoin de l'événement, Goethe écrira « D'ici et d'aujourd'hui date une époque nouvelle pour l'histoire universelle. » D'ici et d'aujourd'hui date une époque nouvelle pour l'histoire universelle. Goethe est allemand, nous le savons. Il ne s'intéresse pas simplement au moment, non. Une date pour l'histoire universelle. Une date pour l'avenir, et non pas seulement pour un bout d'Europe, la France. Pas seulement pour l'Europe, mais pour l'histoire universelle. Et nous allons rentrer ainsi dans le XIXe siècle, qui est marqué, lié au développement des forces productives, la transformation des rapports de production, c'est-à-dire des rapports entre ceux qui ont des biens et ceux qui n'en ont pas, des rapports entre ceux qui ont des biens et qui veulent les augmenter, la naissance de la société, des sociétés industrielles. Certes, il y avait dès le Moyen-Âge l'industrie textile. Au XVIIIe siècle, commence à se développer la sidérurgie, la métallurgie, l'extraction minière, la machine à vapeur. Mais en fait, c'est à partir du début du XIXe siècle que se développe la grande industrie telle que nous la connaîtrons. Et ce bouleversement que cela va entraîner dans les sociétés d'Europe, Royaume-Uni, France, Belgique, Pays-Bas, Allemagne, à un degré moindre dans d'autres pays européens, en particulier en Russie. Et, en fait, apparaît, si j'ose dire, un nouveau groupe d'hommes et de femmes. Les ouvriers, à côté d'eux, des centaines de milliers d'hommes et de femmes qui n'ont pas le statut d'ouvrier, qui ne travaillent pas en usine ou même en artisanat, qui ne sont pas, les ouvriers sont rémunérés pour leur force de travail, pas pour le travail qu'ils font, mais pour la force de travail qu'ils utilisent pour permettre de reconstituer leur force de travail. Mais il y a autour d'eux des centaines d'hommes, des milliers d'hommes et de femmes qui vivent, si j'ose dire, dans les marges, qui sont en train de perdre leur statut de paysans, de colporteurs, d'artisans, de commerçants, mais qui ne sont pas encore, au sens strict du terme, ouvrier d'usine. Et j'ajoute qu'en rester là est d'avoir une vision bien franco-française, je dirais presque franchouillarde. N'oublions pas que dans le monde, il y a la plupart des hommes et des femmes vivent du travail des champs, et vivent difficilement, vivent durement. Et ça entraînera sans doute l'utilisation à la fois de classe ouvrière, mais aussi du terme prolétaire, qui est plus large. Ajoutons que cette classe ouvrière qui se constitue en France va être dès le début du XIXe siècle, particulièrement contrôlée. Il existe, et nous l'oublions, ou nous l'avons oublié, la mise en place de carnets ouvriers, de livrets ouvriers, sur lesquels que l'ouvrier doit présenter à son patron
et sur lequel le patron peut mettre une annotation. Si l'annotation est négative, si l'ouvrier est une forte tête, il peut avoir quelques soucis pour retrouver un emploi ailleurs. Et cela va parcourir tout le 19e siècle. Vous voyez le contrôle qu'on retrouvera dans ce grand travail d'Adolphe Blanqui sur la situation de l'ouvrier et plus encore cet ouvrage qui n'est pas de lui, classe laborieuse, classe dangereuse. Les travailleurs apparaissent comme des hommes et des femmes susceptibles de provoquer des transformations sociales. Classe laborieuse, classe dangereuse, où en 1840 cette fameuse formule par un député: qui sont ces barbares qui campent aux portes de nos villas? Voyons en dire. On est entre guillemets, on parle de Français. Des gens qui sont nés en France, dont les parents sont français, qui sont, pour certains, puisque c'est dans la monarchie de Juillet, qui sont plus ou moins, même si c'est limité, considérés comme des citoyens. Eh bien, qui sont ces barbares aux portes de nos villes, dans les faubourgs, dans ces quartiers qui sont souvent avant les murailles, qui ne sont pas protégés en cas de conflit par les murailles, qui ont été établis là de briques et de brocs, souvent pour éviter les octrois, ces sortes de douanes à l'entrée des villes, parce que les terrains et les prix étaient chers. Eh bien, ce sont les ouvriers. Autour de nos villes se développent des usines, souvent dans ces centaines de mètres en avant des murailles qui étaient naguère, où il était naguère interdit de construire. Donc, oui, on est en train de changer, si j'ose dire, de paradigme. Voilà, juste pour te permettre de reprendre un peu le souffle, Oui. Dire aussi à nos amis qui sont dans la salle et ceux qui nous écoutent que parmi nous, c'est une conférence internationale qui a un rayonnement presque mondial, puisque nous écoute en ce moment notre ami Mark Billings. Bonjour Marc. Du Canada, Marianne Gilchrist de Hull, en Angleterre, et puis je l'ai aperçu tout à l'heure, Marianne est là, voilà. Donc j'ai parlé de notre ami, et puis je cherche Daniela Rudiš, qui est de Tchéquie. Bien, je remercie nos amis IES d'Angleterre, au bord de la mer du Nord, à Hull, d'Italie, hein, Marina est d'Italie, je crois. Non, les Italiens, on n'en a pas ce soir. Ah, on n'a pas d'Italien aujourd'hui. On n'a pas de chance. Voilà. Non, non. Donc de Tchéquie. De Tchéquie, oui. Voilà. Voilà. Je remercie de leur présence et je suis très touché par leur présence. Voilà. Je peux dire qu'ils apportent à l'association des regards qui sont forts et qui sont partiellement différents des nôtres. Et c'est très important que ces regards se croisent et se mêlent. Merci Alcide de les avoir signés. Et donc ça me permet de passer à la deuxième partie. Alors je laisse de côté, excusez-moi, mes chers amis, mais on pourrait y passer la nuit. Oui, oui, je vois. Les révolutions... Je te dis en passant, il est déjà 7h30. Ah ben, écoute, voilà. Je vais me presser. De 1830, les mouvements à Lyon, 1831-1834, des grèves ouvrières qui ont eu lieu dans la première moitié du XIXe siècle. Et nous arrivons au 24 février 1848. Manifestation à Paris. On n'a plus un roi absolu, on a un roi bourgeois, un roi qui accepte de voir ses droits, sa puissance tempérée
par des chambres, c'est Louis-Philippe. Ces manifestations, en quelques jours, vont chasser Louis-Philippe, tout comme les manifestations à Paris, entre 89 et 92, avaient chassé petit à petit Louis XVI. Plus de roi. Pouvoir qui va se mettre en place. Mais avec un élément nouveau, qui n'existait pas en tant que tel, comme je vous l'ai dit en 89. Ce monde du travail qui existe, cette classe ouvrière. Comment faire en sorte à la fois de lui ouvrir quelques bribes de parole et aussi de la contenir. Nous allons avoir une sorte de double pouvoir pendant quelques mois. Au Palais de Luxembourg siège autour de l'ouvrier Albert une assemblée qui réunit à la fois un certain nombre de penseurs sociaux ou de leurs disciples, tous ceux qu'on qualifiera de communistes et socialistes utopiques, mais qui vont jouer un rôle important dans la formation des diverses tendances du mouvement ouvrier français et qui continuent à vivre et à battre aujourd'hui d'une façon ou d'une autre. Malgré le poids, j'en reparlerai, de ce grand texte qui va être écrit à la même époque, en 1848. Et d'un autre, des élections qui donnent le pouvoir à une assemblée plutôt timorée et conservatrice. Très vite, en juin 1948, ce double pouvoir cessera de battre, puisque des premières mesures sont prises par le gouvernement. Les ateliers nationaux qui permettaient, qui donnaient du travail aux chômeurs à Paris sont brutalement fermés. Révoltes et grèves qui sera impitoyablement écrasée. La Deuxième République est à la fois aussi important, mais peut-être plus ambigu que la première. Quoique, selon moi, même si ça, il faudra en discuter de sa portée, de sa force et de ses limites, c'est en 1848 qu'est repris cette idée qui avait parcouru déjà la Convention en février 1794, l'abolition de l'esclavage, brisée par la violence par Bonaparte au début du XIXe siècle, et là, une seconde fois, l'Assemblée vote l'abolition de l'esclavage. Je dirais qu'elle vient, si j'ose dire, ratifier déjà des décisions qui ont été prises dans certaines colonies françaises, en particulier celles des Caraïbes, et qu'en fait, les manifestations d'opposition à l'esclavage avaient obligé, et là aussi c'est important, l'Assemblée à rédiger ce texte. Là encore, un texte important n'est pas le fruit d'un pouvoir qui vient d'en haut, qui tomberait du ciel, mais le fruit aussi de l'engagement d'hommes et de femmes, soit directement concernés par l'esclavage, soit qui se trouvent en empathie avec ces esclaves qui subissent, on ne va pas revenir là-dessus, toutes les sévices possibles et qui ne peuvent, pour vivre mieux, qu'attendre un bon maître, ce qui est assez rare. Donc, voilà la Révolution de 48. Alors j'ai choisi une image assez extraordinaire, celle d'un cercle républicain. Oh, cercle républicain. Alors, il date pas de 48, et pourtant, vous voyez la référence,
certes républicain, du 24 février 1848. 24 février Voilà, 1848. tout le monde peut la regarder, Voilà. parce que j'ai partagé l'écran. Et j'ai trouvé cela il y a quelques jours. Et je voudrais remercier, si certains m'écoutent, mes amis d'Evnos, mes amis du Bossé, mes amis de Saint-Nary-sur-Mer ou de la Seine, qui ont organisé une réunion avec le président du Cercle républicain, mon ami Fabien, pour que je puisse évoquer Martha Desrumaux. Alors, ces cercles républicains qui sont très nombreux dans le sud de la France, et en particulier dans le Var, là, le Bossé dans le Var. Ce cercle républicain est fondé en 1893. Ce n'est pas n'importe quelle date. Entre 48 et 93, il y a eu deux événements majeurs pour l'histoire sociale française. L'histoire du mouvement ouvrier au sens large. La Commune de Paris, de mars à mai 1871, commune qui se déroule dans quelques villes de France aussi, mais surtout à Paris, c'est celle qui va marquer, où les Parisiens, le peuple de Paris, se révolte face à un pouvoir autoritaire dirigé par Adolphe Thiers, qui veut remettre en cause un certain nombre de conquêtes faites avec la chute de l'Empire, et surtout, ce qui est sans doute le plus marquant, qui frappe les imaginations de l'époque, s'attaque à la personne même du mouvement populaire. Parce que ce mouvement dépasse la classe ouvrière parisienne. La fierté. Oser regarder l'horizon. Oser regarder au-delà de l'horizon. Voyons. La loi sur l'instruction publique. La loi pour limiter le travail dans certaines filaderies et particulièrement les boulangers. La loi pour révoquer les élus qui auraient pas accompli les promesses qu'ils avaient faites. Simplement pointons, et j'en terminerai là sur la Commune de Paris, quelle est la raison qui va entrer, quelle est l'étincelle qui va entraîner ce vaste mouvement, qui va faire lui aussi le tour du monde, hein. Et y compris dans les camps de concentration allemands, en 44-45, eh bien, il y a des conférences organisées en toutes les langues, parce qu'il y a plusieurs langues sur la Commune de Paris. Je vous conseille de lire le témoignage de Jean-Marie Fossier dans Je suis resté debout, où il raconte cela lors de sa présence au camp de Buchenwald, sa déportation au camp de Buchenwald, à partir de janvier 1945. Donc reprenons la Commune de Paris. Pendant 6 mois, Paris avait été assiégé, la vie était très dure, et les Parisiens avaient acheté des canons pour se défendre, pour défendre leur ville. Certains de ces canons avaient été entreposés sur la butte de Montmartre, et le matin 18 mars 71, la troupe veut prendre les canons. En quelques minutes, les rues étroites de Montmartre se remplissent d'hommes et de femmes. La butte est occupée par la population et les généraux qui conduisaient cette opération sont arrêtés. Les canons sont conservés et c'est le début de la Commune de Paris. Et là aussi, on est dans le cadre de la fierté. Ces canons nous appartiennent. Ces canons, nous les avons payés. Ces canons, ça marque notre volonté de défendre Paris et de défendre la patrie, comme en 92. Donc voilà. Et
le dernier point, c'est quand même marqué que, pour beaucoup de bourgeois de l'époque, certains pensent que le mouvement ouvrier va perdre toute consistance pendant un siècle. 15 000 morts, 20 000 morts, plus de 20 000 déportés. Vas-y. 30 secondes, je projette derrière toi, pendant que tu parles de la Commune, cette image où des femmes défilent avec le drapeau tricolore de la Révolution, et selon Belquier, Diffidus, secrétaire du comte de Falloux. Oui, en plus. C'était quand même pas un partisan de la Commune. Voilà. Nous sommes le 18 mars, donc, et voilà ce qu'il raconte. Il dit « Bientôt des cris, vive la République !» On entonne le chant du départ, et l'on crie « à bas la chambre !» et les milliers d'hommes s'ébranlent en chantant. Et donc, c'est en cette fin, en 10 ans, nous allons avoir 2 événements considérables. La Commune de Paris, et 10 ans plus tard, faisant mentir ceux qui pensaient que le mouvement ouvrier serait paralysé pendant un siècle, la construction du premier parti ouvrier français par Jules Guesde et Paul Lafargue, autour de l'idée écrite par 2 économistes, philosophes, penseurs, Marx et Engels, qui ont cette idée, à la fois s'appuyant sur l'existant et se projetant dans l'avenir, un spectre entre l'Europe, le communisme. C'est-à-dire l'idée qu'on ne peut pas vivre, on ne peut pas se développer. Le capitalisme, avec l'exagération de la propriété privée, le fait que tout est réduit à la propriété privée, au développement d'un petit nombre d'hommes de moins en moins nombreux, ce capitalisme, et on est qu'en 1848, ce capitalisme, sur le fond, n'a pas d'avenir. Et c'est l'idée fondamentale, avec cette phrase qui clôt le manifeste du Parti communiste, puisque c'est à ce texte que je fais allusion, prolétaires de tous les pays ici. Et donc, en France, en 1880, autour de Guesde et quelques mois plus tard de Paul Lafargue, gendre de Marx, né alors, soyons clairs, c'est un petit groupe d'hommes, mais avec cette idée qu'ils ont un outil, ils créent un outil pour pouvoir participer à la transformation de la société. Et cet outil grandira très vite. En 1889, alors c'est pas rien 1889 comme date, c'est quand même le centenaire de la Révolution française, et c'est fêté en France. Bon, certains continuent à maudire, exécrer la Révolution, mais néanmoins, il y a de grands banquiers républicains qui groupent ce qu'on appelle les républicains modérés, ceux qui veulent s'appuyer sur 89 pour développer des libertés, développer l'égalité, mais surtout ne pas remettre en cause quand même les nouvelles formes économiques qui se développent avec le capitalisme. En même temps, nous avons le même moment, en juillet 89, la création d'une deuxième internationale. La première avait été créée en 1864, à l'initiative de Marx et d'Engels. Elle achèvera son parcours au début des années 1870. Et là, une deuxième internationale, et alors, fait extraordinaire. Rappelez-vous la phrase de Marx. Prolétaires de tous les pays, unissez-vous. Rappelez-vous l'idée de Robespierre. Sans combat contre la guerre. Les peuples n'ont pas à se faire la guerre. On ne convainc pas les peuples par la force. Qu'il avait fait voter contre la déclaration de guerre en avril 92. Justement, je t'interromps. Ah, parce qu'il va falloir que tu... J'accélère. Mais j'allais te faire la question de Chancel. Vas-y.
Dans le mouvement ouvrier, dont tu es en train de nous rappeler le long cheminement des idées de la Révolution française dans l'expérience ouvrière du 19e. Et Robespierre dans tout ça, aurait dit Jacques Chancel. Robespierre fait partie, mais on dira en s'étend jusqu'au XXe siècle, à la fois de cette histoire, de mythes, parfois négatifs, mais aussi positifs qui ont été construits. Et je pense, on le retrouve, prenons par exemple Jean Ferrat, dans son Chassant ma France, la France de Robespierre, des rues au nom de Robespierre, des lycées, des travaux qui ont été faits. Là vient de ressortir le beau texte, le beau travail de Mathiès, préfacé par Florence Gauthier sur Robespierre et la question sociale. La bataille qu'il mène à la Convention et pour lutter contre les accapareurs, ceux qui veulent garder le grain, ça me rappelle quelque chose d'aujourd'hui, ça. Ceux qui veulent garder le grain, leur grain, en espérant qu'il va monter, tout en sachant qu'il y a des gens qui crèvent de faim. Je crois qu'il y a tout ce qu'on... Et donc ça nous amène à Jaurès, alors. Et on arrive à Jaurès. On va arriver à Jaurès. Parce que, n'oublions pas aussi... Alors, Parce que Jaurès a dit, j'irai m'asseoir aux côtés des... Voilà, et n'oublions pas aussi, alors, regardez cette façade du cercle républicain. On a un cercle républicain du 24 février 1848, naissance 1893. Cette année-là, et Jaurès et Gued vont être élus députés, l'un dans le Tarn, l'autre à Roubaix. Et on a un buste dans la salle, un buste de Jaurès. Alors, n'oublions pas pourquoi ce cercle républicain. Ce cercle républicain, eh bien, il est là aussi pour faire des réunions, des banquets. Des banquets républicains vont se développer en 1848. Il y aura de nombreux banquets républicains. Se rassembler. Mais c'est aussi, ça fait partie du mouvement populaire. Se rassembler pour être ensemble, pour partager un morceau de viande, un bon plan. Si je te suis, et puis tu vois bien que je te presse aussi. Oui, oui, mais t'as tort. Tu arrives pas, vas-y. Voilà. C'est qu'il y a aussi quelque chose dans le souvenir de la Révolution française. Parce que les fêtes, bien sûr, qui auront lieu en 93, 94, bien sûr. Dès 90, oui, dès 90, oui. Dès 90, cette idée de fête et de rassemblement, tu la retrouves dans ces organisations de banquets des années 1890. Mais excuse-moi, je vais même plus loin que ça. L'idée de fête, ça fait partie de l'histoire populaire. Dans les campagnes, il y avait des fêtes. Il y avait la fête à la Saint-Jean. Lorsqu'on dit allez chouette, on va avoir de nouvelles récoltes, on peut, si j'ose dire, manger ce que nous avons comme réserve. Il y a les fêtes organisées lorsqu'on est sur les marchés ou dans les foires. Jaurès, eh bien, ça devient une des âmes de cette transformation. Et lui s'appuie profondément sur la Révolution française. N'oublions pas l'histoire socialiste de la Révolution française, qui est un ouvrage dans le cadre de sa période, 1900, des archives qui ne sont pas ouvertes, qui sont méconnues, qui est un ouvrage extraordinaire. Et n'oublions pas ce que dit Jaurès en 1906 et ce qu'il va faire. Ce qu'il dit, on est en pleine bataille contre les clergés, les églises, et en particulier les églises catholiques, qui bien a été sans doute, et dont le pouvoir a été couronné en 89, et qui demeure puissante. C'est, comme vous le savez, le 9 décembre 1905, l'adoption de loi de séparation des églises et de l'État, et qui permet à chacun de prier le Dieu qui est le sien, mais aussi qui autorise chacun qui ne veut pas prier d'être athée, agnostique, et qui bannit le blasphème. Vous voyez, alors que dit Jaurès? Jaurès soutient cette proposition
de laïcité et ne s'enferme pas dans la laïcité. Le combat ouvrier n'est pas de s'enfermer pour ou contre la religion. On peut être ouvrier et être catholique, protestant, juif, musulman. La question n'est pas là. Mais c'est pour ça que Jaurès, au lendemain même de l'adoption du texte, dit « La France doit être une république sociale et laïque ». Il pose la question sociale et il va la poser concrètement. En 1906, il y a de grandes grèves ici dans le bassin minier suite à la catastrophe de Courrières, plus de 1100 victimes. Je passe dans les détails parce que ça serait trop long, mais ça mérite aussi d'être étudié. Et Jaurès interpelle, il vient ici à Lens, Courrières c'est tout près de Lens, et il interpelle la Chambre des députés d'abord. Il met en cause un certain nombre de députés ouvriers, en particulier Bassely et Lamandin, qui, eux, parlaient de fatalité. Mais non. Cette catastrophe n'est pas le fait de la fatalité. C'est le fait de la direction de la compagnie de Courrières qui a refusé de prendre des mesures alors que depuis déjà plusieurs jours, voire plusieurs semaines, il y avait des incendies dans les entrailles de la terre, dans les galeries. Je passe de côté 1914-1918 qui était un drame pour le mouvement ouvrier, c'était d'après moi la plus grande défaite du mouvement ouvrier depuis le milieu du XIXe siècle. La belle formule prolétaire de tous les pays, lissez-vous, c'est abîmé, disloqué et tout. On a vu les travailleurs allemands combattre les travailleurs français et vice-versa. Dans toute l'Europe, c'était un massacre, une boucherie extraordinaire. Et on pouvait croire à ce moment-là que tout était perdu. Eh bien non. Dans un petit pays, enfin dans un grand pays, un parti qui paraissait presque inexistant, le parti bolchevique, va prendre le pouvoir en octobre 1917 avec 4 idées forces. Propos de Lénine le 10 avril 1917 lorsqu'il revient à Pétrograd. Tout le pouvoir doit appartenir au peuple. Sous la formule tout le pouvoir aux soviets. Et les premiers textes votés par la majorité des députés au deuxième au congrès pan-russe et des soviets, des réunions d'ouvriers, de paysans et de soldats. 1. La paix. 2. Le contrôle des ouvriers sur l'économie. Et 3. Cette transformation extraordinaire qui marque dans le monde entier, qui va marquer tout le XXe siècle. Le partage des terres qui étaient possédées par l'Église orthodoxe, par les familles impériales ou par les grands propriétaires, etc. Et c'est cela la nouveauté. Et là encore, il y a des liens entre cette révolution d'octobre et le mouvement ouvrier français, et bien sûr la Révolution française. Lénine avait vécu en France, il connaissait bien la Révolution française. On voit ce qu'il met en place en 17, on voit des liens avec des réflexions qu'il avait pu avoir, et j'ajoute que parmi les premières statues qui sont érigées à Pétrograd après la Révolution d'octobre, il y en a une pour Danton, l'autre pour Robespierre. Donc voilà, je crois que ça... Et alors, eh bien on en vient à ce que tu disais, au texte que j'avais écrit sur Oisy en 1992, le fait que ce mouvement ouvrier français, surtout à partir des années 20, va réinvestir profondément l'histoire de France dans son récit historique en mêlant à la fois la défense de la République, ça sera le cas à partir de 33-34, et donc si la défense de la République, c'est la défense de la Révolution française, et en même temps, les revendications ouvrières. C'est ce mélange entre drapeau rouge et drapeau tricolore, entre marseillaise et internationale, ce mélange qui va conduire aussi une grande part de la résistance de notre peuple et en particulier de notre région. N'oublions pas que notre région du Nord-Pas-de-Calais est la région qui connaît une grève très précoce en mai-juin 1941, pendant 15 jours. Les mines du bassin minier
sont arrêtés car les mineurs sont en grève. Il y a plus de 100 000 mineurs en grève, malgré les autorités françaises, police, gendarmerie et préfecture et sous-préfecture pilotées par Pétain, la présence de l'armée allemande, la présence des mouchards et la présence des compagnies des mines, toutes liguées pour empêcher l'expression du mouvement ouvrier. Et pourtant, il y aura 5 000 mineurs en grève. Et parmi cette expression, il y a sur les terrils et sur les installations minières, le 1er mai 1941, s'enchevêtrent, se croisent, se mêlent, drapeau tricolore et drapeau rouge. Et on sait combien de résistants, lorsqu'ils ont été exécutés, ont chanté la Marseillaise, alors que leurs camarades à côté chantaient l'Internationale. Je viens de mettre derrière toi, en particulier, la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 24 juin 1993. Voilà, oui. Article 1. Hein, alors c'est ça, d'accord. Allez, on y va. Le but de la société est le bonheur commun. Le gouvernement est institué pour garantir à l'homme la jouissance de ses droits naturels et imprescriptibles. Vous voyez l'article, cette déclaration des Et à côté de cela, ouais. Je l'ai construit pour toi. Ouais, ouais. J'ai extrait la première page de la couverture, si tu peux. Du programme du Conseil national de la résistance. Qui baptisé les gens. Bien sûr, on y revenir. Alors, mais nous, alors attends, c'est qui peux-tu nous faire le lien entre les deux? Mais je vais faire même le lien entre les trois. La grève des mineurs, la déclaration de 93 et la belle formule de Saint-Just sur l'idée de révolution et de bonheur, et le Conseil national de la résistance. Cette grève des mineurs, qu'est-ce qu'elle exprime? Elle exprime une triple volonté. La volonté de liberté contre les compagnies des mines, contre le pouvoir, ce talon de fer qui opprime la France. N'oublions pas, dès 1940, les lois de Pétain contre la République, contre le mouvement ouvrier, contre la laïcité et contre les juifs. C'est-à-dire l'idée qu'il y a des sous-hommes ou l'idée qu'il y a des sous-races. Deuxième chose, les revendications ouvrières. Pouvoir manger à sa faim, pouvoir avoir du savon, pouvoir s'exprimer. Et troisième point, plus profondément, cette grève n'a pas pour but simplement de gagner un peu plus ou d'avoir un meilleur ravitaillement. C'est la promesse et l'idée qu'il faut que les choses soient profondément modifiées pendant et après la guerre. Et c'est le premier pas vers ce programme du Conseil national de la résistance mis en place à l'unanimité. À l'unanimité. Alors certes, il y a des manques, mais et avec comme belle formule, les jours heureux. Et donc, cette idée, la promesse d'un monde à venir, et j'en parlais tout à l'heure, eh bien, parmi ce monde à venir, j'en parlais tout à l'heure dans le cadre de la sûreté. La sûreté qui est souvent vécue par un certain nombre de politiciens aujourd'hui comme, comment dire, l'organisation des forces de police. Eh bien, la sûreté, ça va être mise en place en 1945-1946 par des hommes issus de la résistance, en particulier l'ouvrier métallurgiste, le ministre communiste Ambroise Croizat. Il va mettre en place la sécurité sociale. Et la sécurité sociale, c'est la promesse qu'on peut vivre, qu'on peut se développer, même si on est victime d'accident du travail, même si on est victime d'une maladie professionnelle, même si on est victime d'une maladie. C'est l'assurance de l'avenir. C'est aussi une promesse d'avenir. Alors, ça ne règle pas tout. On retrouve le lien étroit entre la promesse de 89 et de 93. Avoir des jours heureux, il y a l'idée que chaque homme, quelle que soit sa place dans la société, a le droit de vivre, et a le droit de regarder l'avenir, et a le droit de permettre à sa famille de subsister. Nous allons
clore cette première partie. Et puis, à votre nom à tous qui avez suivi, remercier notre ami Pierre Bouthéric. Le mot d'ailleurs a été dit par madame tout à l'heure. Tu as permis à chacun de faire là un point. C'est un exploit d'ailleurs d'aborder une question aussi vaste, aussi complexe, dont on sait bien qu'il faudra qu'on revienne. Je n'ai pu qu'aborder que quelques brides. Et tu n'as pu aborder que quelques brides de ce lien entre ces idées révolutionnaires et puis comment elles ont traversé le siècle, les 2 siècles.